Le théâtre, c'est un long continuum qui part il y a des milliers d'années pour arriver jusqu'à aujourd'hui sans aucun mécanisme de rupture, mais dans une lente translation qui permet de conserver les chefs-d'œuvre présents. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans la programmation. Je vais vous parler d'un certain nombre d'acteurs que j'ai voulu convier cette saison au Gymnase, au Jeu de Paume, au Bernardines ou au Grand Théâtre. Et ils représentent 3 générations d'acteurs. Les acteurs qui, quand j'étais jeune, étaient déjà des monuments. Les acteurs de ma génération, ceux qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, et puis les acteurs de demain. Des acteurs que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir beaucoup sur des plateaux de théâtre. Le premier d'entre eux, c'est François Morel. François Morel, on avait fait avec lui l'année dernière un spectacle au Théâtre du Gymnase sur Raymond DeVos, et j'ai eu envie de le refaire. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais j'ai tellement aimé ce spectacle que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que les Aixois ne le voient pas. Comme les Aixois, ils ne viennent pas beaucoup à Marseille, je me suis dit qu'on allait refaire ce spectacle au Théâtre du Jeu de Paume, et on commencera même la saison avec François Morel, avec Raymond DeVos, avec ce talent qu'a François qui fait que parfois, quand il cite des mots, je ne sais pas si ce sont les siens ou ceux de Raymond DeVos. Le deuxième acteur que j'ai voulu convier, c'est Édouard Baird. Édouard, c'est un habitué du Théâtre du Gymnase. Il y a même tourné un extrait d'un de ses films. Alors, Édouard, il fait partie de ces acteurs qui sont en liberté. Et là, il va rentrer sur scène en se disant « Mais quelle légitimité j'ai à être face à vous? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui m'autorise à venir vous raconter mes histoires ?» Un peu comme s'il s'était trompé de théâtre et il rentre et il se dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» Il a une truculence, il est capable d'élucubration en totale liberté. Et c'est un grand moment de théâtre. Ce n'est pas un one-man show, il n'est pas seul en scène, mais il va convoquer un certain nombre d'autres acteurs. C'est drôle, c'est fantaisiste, c'est Édouard dans toute sa splendeur. J'ai voulu inviter une actrice, et pour moi, c'est beaucoup de réminiscences, parce que ses parents ont été des grands piliers du gymnase. Pendant des années, vous, public, chaque fois que je citais leur nom, vous veniez les voir. Ses parents, c'était Bernard Giraudot et Annie Dupéret. Et elle, c'est Sarah Giraudot. Alors Sarah Giraudot, tout le monde la connaît pour son rôle dans le Bureau des légendes. Moi, j'ai découvert une femme, une actrice habitée par quelque chose. Et là, elle a voulu s'emparer d'une histoire, celle de Natacha Kampusch, vous savez, cette jeune fille qui a été séquestrée pendant des années. Et elle a eu envie d'être ce personnage, de raconter cette histoire. En plus, non seulement elle le joue, mais elle le met en scène. Elle s'est emparée d'un texte écrit par un auteur, Pierre Très Hardy, et elle nous raconte cette histoire bouleversante, avec la fragilité qui est la sienne, avec cette sorte de grâce enfantine et blessée qui est la sienne. Moi, c'est une actrice que j'admire beaucoup, que j'ai vue toute petite, que j'ai vue grandir. Elle traînait dans les coulisses quand ses parents jouaient, et j'ai vu l'actrice qu'elle est devenue. C'est toujours difficile d'être le fils ou la fille de quelqu'un. Mais alors elle, parfois, l'élève peut surpasser le maître, et en tout cas, elle est au moins l'équivalent de ses parents, et elle nous fera rêver de la même façon. Isabelle Carré et Bernard Campan dans La Dégustation. J'ai une histoire particulière avec eux. J'étais avec Bernard au Cours Simon. On a partagé un appartement quand on était des jeunes élèves au Cours Simon. Nos vies nous ont souvent accompagnés. Et Isabelle Carré, elle a fait ses débuts au Théâtre du Gymnase avec Jacques Weber. Et j'ai toujours suivi cette actrice que je trouve formidable. Et les deux ensemble, vous les avez vus au cinéma, dans Ce souvenir de belles choses, etc. Là, c'est l'histoire d'un caviste totalement déprimé qui se retrouve dans sa cave un peu pour noyer son chagrin. Et elle est une fille assez coincée au début. Et ils se retrouvent par hasard parce qu'un jour, elle vient commander quelque chose à boire. Et il y a quelque chose qui les attire. Mais ils sont tous les deux dans un état d'impossibilité. Là aussi, il faut laisser venir les réponses, il faut accepter le doute. Et petit à petit, par les personnages qui les entourent, va se construire une relation entre eux.
Je suis capable de me limiter à un verre par jour. Hein. Un verre comme ça? Un verre comme ça. J'en profite pour vous remercier de vos conseils. Les SDF ont adoré votre bouteille. Hein. C'est très beau, très touchant. C'est une très belle comédie romantique. C'est une très belle histoire que je vous conseille, là aussi, de venir voir. Dans les acteurs qui seront demain, mais qui sont déjà aujourd'hui, je voudrais vous parler, là aussi, d'un enfant, qui n'est plus un enfant, mais que j'ai vu grandir. Il s'appelle Swan Arlo. Il a reçu 2 Césars au cinéma. Le premier, c'était pour Petit Paysan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film merveilleux. Swan Arlo, il est le fils de Tatiana Vial, qui est la metteur en scène du spectacle, avec qui on avait fait il y a quelques années Une femme à Berlin. Je la connais aussi depuis très longtemps et j'ai vu Swan grandir. Il va jouer un texte qui s'appelle Exécuteur 14. Exécuteur 14, c'est un texte d'un homme formidable, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Adel Hakim, et qui a écrit ce texte il y a une vingtaine d'années, après la guerre du Liban, sur les blessures que l'on peut ressentir. Ça sera au Théâtre des Bernardines, pour créer un rapport totalement intime entre ce personnage, habité par ses blessures, ses espérances, sa grâce. Swan Arlo, ça sera un des plus grands acteurs de demain. Et comme Sarah Giraudot, il incarne une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui s'emparent des plateaux de théâtre. Il faut absolument venir voir Exécuteur 14. Ça sera un très très grand moment de théâtre. Le spectacle, à sa création avec un autre acteur, avait connu un énorme succès parce que c'est plein de blessures, c'est plein d'espérance en même temps, c'est plein de choses très profondes, c'est surtout plein d'émotions. Exécuteur 14, Swan Arlo, au Théâtre des Bernardines. Je voudrais vous parler d'un homme qui m'a enchanté pendant longtemps, c'est Christophe Malavoie. Christophe Malavoie, il va jouer un spectacle qui s'appelle La légende du Saint-Buveur. Moi, j'ai adoré cet homme au cinéma, je l'ai adoré quand je l'ai vu au théâtre il y a quelques années. Il était venu au gymnase pendant près de 3 semaines jouer, et j'aime cet homme, j'aime sa poésie. Et là, il vient, seul en scène, raconter cette légende du Saint-Buveur, de cet homme qui se laisse partir dans ses rêveries, dans ses flâneries, dans ses vapeurs d'alcool. Et puis, je voudrais vous parler de mon mentor, mon grand frère, un des acteurs pour lequel j'ai le plus de respect, d'affection, d'admiration, c'est Jacques Weber. Je ne sais même plus combien j'ai fait de spectacles avec lui. J'ai au moins tourné 3 films, j'ai fait des tas de choses. Et là, on va être producteur d'une grande aventure de sa vie, puisqu'il va venir jouer le Roi Lear, ici, le créé au Théâtre du Gymnase, mis en scène par Georges Lavaudan. Un grand spectacle. L'histoire de ce roi qui a 3 filles, qui veut partager son royaume, mais il y en a une, Cordélia, qui va dire non, ça ne m'intéresse pas. Et là, toute la famille va exploser. Pour un acteur, le Roi Lear, c'est probablement un des rôles les plus emblématiques. Et on peut imaginer Jacques, cette sorte de Pierre Brasseur, qui va s'emparer de ça, avec cette force, avec cette puissance, avec cette violence, et en même temps, avec ce regard d'enfant, d'incompréhension, qui font de Lear un des plus beaux rôles du théâtre au monde. Georges Lavaudan, c'est un des plus grands metteurs en scène français. Il appartient à une génération qui a été la plus riche du théâtre en France, avec Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent et tant d'autres. Il a été là pour porter le théâtre français dans les années 70, 80, 90 et jusqu'à nos jours, avec un talent qui est rare en Europe. Et moi, je suis très fier que le Théâtre du Gymnase soit capable aujourd'hui de produire ce spectacle qu'on reprendra après au Théâtre de la Ville, au TNP à Villeurbanne, au Théâtre National de Strasbourg et en tournée dans toute la France et à l'étranger. Et on va le créer ici, avec Jacques Weber, avec une douzaine d'acteurs, dont François Martouret. Cette pièce, ce monument du théâtre, cette sorte ça pourrait être une série de Netflix, tellement il se passe de choses dans ce théâtre. C'est un grand théâtre épique et il faut venir voir ce Roi Lear. On l'avait fait il y a quelques années avec Maria Cazares, ce Roi Lear. Elle jouait le Roi Lear. Mais là, le très grand, l'immense Jacques Weber sera l'immense Roi Lear.
Parlez-nous de votre spectacle. Parler du Roi Lear, c'est impossible. Je m'en sens incapable, je suis parfaitement incompétent. Je me sens nain devant une montagne, devant un géant. Mais je suis joyeux et résolu parce que je pense que c'est le rêve de tout acteur que un jour, vers la fin de sa carrière, lorsque peut-être on commence à peu près jouer convenablement, on peut peut-être essayer de réfléchir pour interpréter ce rôle gigantesque, ce rôle titre de toute la pléiade des rôles masculins. C'est un peu le Phèdre de l'homme, le Roi Lear. Voilà, donc je me sens incapable d'en parler. Tout me fascine dans le Roi Lear. La double histoire, la triple histoire, la folie, l'âge, le naufrage de l'âge, cet immense amour qui ne sait pas s'exprimer, le pouvoir, enfin, tout est là. Qu'aimez-vous dans votre spectacle? Écoutez, je ne sais pas encore précisément, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je retrouve François Martouret, que je connais depuis mes tout débuts. On s'est connus vraiment très 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 gamin et on n'a jamais joué ensemble. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec Pierre Arditi il n'y a pas tellement longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai bonheur. D'autre part, ce sera le bonheur de découvrir des acteurs que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais joué. Et puis enfin, ça sera le bonheur que je pressens de travailler avec quelqu'un qui a été un des metteurs en scène qui m'a le plus enchanté. Alors, à côté de ces acteurs, il y a des spectacles qui m'ont intéressé, à la fois par les acteurs qui le jouaient, mais aussi par l'histoire qu'ils racontaient. Et il y en a une qui est extraordinaire, qui s'appelle La machine de Turing. Turing, c'est un homme absolument extraordinaire qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien avant Apple, il a associé l'idée de la pomme et de l'intelligence artificielle. Vous savez pourquoi l'idée de la pomme? Parce que quand il est mort empoisonné par une pomme au cyanure. Donc vous voyez, bien avant Apple, il avait inventé la pomme. Et lui, ce qu'il a inventé, ça a sauvé des millions de vies. Parce que Turing, c'est un homme qui était un grand sportif, qui était un génie, etc., qui a été capable de décrypter les codes des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc de faire passer des faux messages. Il a eu une part extrêmement importante dans la réussite des opérations et c'est seulement des années et des années après qu'on a pu se rendre compte de quel avait été l'apport de cet homme dans la victoire sur la barbarie. Et donc La machine de Turing raconte ça. C'est un spectacle qui a reçu 4 Molières. Là aussi, je voulais vraiment que ce spectacle, on vous le propose et je suis heureux que vous veniez découvrir cette histoire hors du commun. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Il y a des spectacles qui sont très difficiles à raconter. C'est le cas de Johann Bourgeois. Johann Bourgeois, c'est un circassien formidable qu'on va prendre d'ailleurs en résidence au Grand Théâtre de Provence sur les prochaines années parce qu'il est d'une créativité rare. Il est à la fois capable d'être un danseur. D'ailleurs, il est le patron du centre chorégraphique de Grenoble, un des 2 patrons. Et cet homme interroge à la fois l'espace, le corps et la pensée comme peu de gens. Il fait des spectacles qui sont extrêmement visuels, extrêmement joyeux, et en même temps, il fait partie de ceux qui se posent des questions sur pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on rentre sur scène. Le spectacle de Johann, quand je lui demande comment le raconter, il me dit c'est difficile parce que nous sommes en train de répéter. Cette pandémie, elle a forcément des questions sur nous, sur un monde qui s'écroule. Pour des circassiens, un monde qui s'écroule, c'est formidable parce que c'est un mouvement d'effondrement et en même temps c'est un mouvement d'interrogation. Finalement, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Comment le dire? Et comment le dire avec urgence quand on n'arrive pas à sortir les choses? Et comment retranscrire ça par des mouvements du corps? C'est un spectacle de cirque avec un homme mi-chorégraphe, mi-circassien, que vous allez revoir souvent parce qu'il est un des plus grands circassiens français, Johann Bourgeois. Quel a été le point de départ de votre spectacle? J'ai grandi dans le silence et une pensée m'a toujours accompagné. Cette pensée, elle dirait « ce dont on ne peut pas parler,
C'est cela précisément qu'il faut essayer de dire. Je pense que cette pensée intercède à toute vie poétique. Voilà 10 ans que j'essaye de mettre en pratique cette pensée. J'ai eu envie d'écrire le manifeste de cette pratique. Et ben, l'écriture de ce manifeste a pris la forme d'un spectacle. Il se nomme Les Paroles Impossibles. Qu'aimez-vous dans votre spectacle? Alors, je suis en création et j'aime sentir, durant cette création, que je touche à une sorte d'intimité authentique en moi, à une sorte de vérité, et cette vérité me met en mouvement. Qu'aimeriez-vous qu'on dise à propos de votre spectacle? J'aimerais qu'on essaye de dire sans pouvoir trouver les mots. Le cabaret des absents, ça c'est une très belle histoire auquel je tiens beaucoup parce que c'est un peu la mienne. François Cervantes est un auteur installé à Marseille qui a vécu au Canada, qui est prof au Conservatoire national à Paris. C'est un auteur majeur en France. Et un jour, en discutant, je lui ai commandé un texte qui devait raconter la vie de notre quartier, la vie du gymnase. C'est au moment où on se battait pour reconstruire ce qu'il y a autour de nous. Et donc, comment on rend hommage à un théâtre, au music-hall, à la fête, à la joie. Et le cabaret des absents, ça raconte l'histoire d'un théâtre qui est celui du gymnase, qui n'est pas forcément nommé, d'un directeur de théâtre, je vous laisse imaginer qui ça peut être pour satisfaire mon ego, mais aussi l'habilleuse, la caissière, etc. Et tout ce monde-là se retrouve dans une grande histoire, dans une sorte de feuilleton, une saga qui va nous enchanter et qui raconte la magie du théâtre du gymnase, la magie d'un théâtre, la magie de son équipe, la magie des spectateurs, la magie de ce qui s'y passe. Un grand spectacle qu'on va créer au Théâtre du Gymnase au mois de janvier. Donc pour parler du spectacle, ça s'appelle le Cabaret des Absents. Le point de départ, ça a été qui est le nombre de gens qui ne vont pas au théâtre, ces fameux inconnus qui ne vont pas au théâtre. Une des colonnes vertébrales du spectacle, c'est de faire venir ces absents, mais par le plateau, et qu'ils viennent nous dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là. Des gens qui m'ont marqué, des gens qui ont pu marquer les acteurs qui vont faire partie du groupe de cette création, et de découvrir que la différence n'est pas si nette et tranchée entre les présents et les absents, et que dans un théâtre, il y a beaucoup d'absents. Et donc c'est une forme de cabaret qui est à la fois une succession de numéros, de chants, de musique, de danse, mais en même temps qui est, moi, une sorte d'hommage au théâtre, à des directeurs de théâtre qui ont pu me marquer, de raconter une sorte d'utopie de ce qu'on peut imaginer d'un théâtre, qui est à la fois un théâtre et un lieu de vie, où les gens pourraient se mélanger, se métisser, en ayant des origines très différentes, en ayant des manières de vivre très différentes, mais se sentiraient en confiance. Dernier remords avant l'oubli est un texte de Jean-Luc Lagarce, un des plus grands auteurs français de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui est aujourd'hui disparu. Et il est mis en scène par Guillaume Sévrac, qui est un des jeunes metteurs en scène de notre ruche, avec qui on a fait La Duchesse d'Amalfi, entre autres, puis un autre spectacle avant, et qu'on va suivre aussi à travers les années, parce qu'il est un metteur en scène très prometteur. Jean-Luc Lagarce, c'est un auteur qui a été adapté au cinéma par Xavier Dolan, dans un film, un très beau film qui s'appelait Juste la fin du monde. Et donc là, Dernier remords avant l'oubli, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de 3 personnes qui ont acheté une maison il y a quelques années ensemble et ils étaient très proches les uns des autres. Et petit à petit, les liens vont se distendre. Il y en a 2 qui vont partir et puis un qui va rester. Et puis 10 ans après, ils reviennent. Cette nostalgie du sentiment, comment est-ce que finalement les choses évoluent malgré nous entre des êtres? Comment l'amour se transforme? Comment l'amitié perdure ou ne perdure pas? Et comment après une parenthèse on se retrouve? Et qu'est-ce qu'on a à se raconter? Courez voir ce spectacle. Smith et Wesson. Ça n'est pas un western. C'est un texte d'Alexandro Baricco qui n'a rien à voir avec la marque de revolver. Pourtant, ça se passe aux États-Unis. En 1902, Monsieur Smith rencontre Jerry Wesson au pied du chute du Niagara. Monsieur Smith, il est météorologue. Et Jerry Wesson, c'est le pêcheur des âmes perdues. Celui qui vient récupérer les corps de ceux qui se sont jetés dans les chutes. Puis il y a une jeune journaliste, Rachel, qui vient perturber cette rencontre. Le sous-titre, ça pourrait être « Drôle d'endroit pour une rencontre ».
En tout cas, je ne sais pas si vous aviez lu « Soi » d'Alessandro Baricco, qui a été d'abord un roman avec énormément de succès, couvert de prix dans le monde entier, mais aussi une adaptation théâtrale. Et on retrouve tout ce qu'on a aimé dans cette écriture. Et donc, voilà, Smith et Wesson, c'est une création qu'on fait dans toute l'Europe, puisqu'on va être à Liège, on va être en Suisse, etc. Et on s'est réunis à beaucoup de théâtres pour donner à cet auteur la possibilité de réaliser sa première grande mise en scène, que je vous conseille de venir voir. Notre aventure ne serait pas notre aventure s'il n'y avait pas ce rapport au texte classique. C'est important pour moi qu'on n'oublie pas ces auteurs-là, qu'on n'oublie pas ces écritures-là, même si les sentiments d'hier peuvent être les mêmes que les sentiments d'aujourd'hui. La liberté de parole était différente, donc le rapport au mot, le rapport au verbe est différent. Et puis, quelle richesse que notre langue. Si à un moment on n'est pas capable de conserver à l'esprit les chefs-d'œuvre qui ont été écrits, alors ça ne sert à rien de construire le théâtre. Je pourrais vous parler d'un texte qu'on va faire avec l'équipe de Camelot. C'est Capitaine Fracasse. Moi, j'avais envie d'un récit de Cap et d'épée. Et eux, ils sont complètement déjantés pour raconter cette histoire. Le Capitaine Fracasse, l'histoire de ce noble qui rejoint une troupe de théâtre. Pendant Noël, on a fait un temps fort pendant tout le mois de décembre pour vous présenter des spectacles très très joyeux. Et on va inaugurer ça avec une grande fresque épique, des combats de cap et d'épée, du rire, de l'humour, etc. Ça sera le Capitaine Fracasse avec l'équipe de Camelot. Autre texte classique, La Dispute, Marivaux. La dispute, c'est comment, quand on se dispute, on essaye finalement de raccommoder les choses. C'est compliqué. Des couples, deux en l'occurrence chez Marivaux, qui, à un moment, sont dans un affrontement et qui vont devoir reconstruire demain. Et ça, c'est formidable. La langue de Marivaux, elle est un chef-d'œuvre, et La Dispute, c'est un chef-d'œuvre. C'est le spectacle qui avait rendu célèbre Patrice Chéreau. Et Agnès Régolo, qui le met en scène, est une metteur en scène marseillaise que j'aime beaucoup parce que chaque fois qu'on a travaillé avec elle, et on a vu avec elle le Barbier de Séville, on a fait plusieurs spectacles avec elle au Jeu de Paume ou au Gymnase, elle sert loyalement le théâtre classique, c'est-à-dire qu'elle le restitue dans tout ce qu'il a de beau, dans tout ce qu'il a de formidable, et que ce soit pour les petits ou pour les grands, eh ben, c'est une part de nous-mêmes qu'il est important de magnifier. Voilà, La Dispute, Marivaux, Agnès Régolo, ça sera au Jeu de Paume et ça sera une création. Les Parents terribles. Les Parents terribles, c'est un chef-d'œuvre de Cocteau. Ça va être deux personnes que j'aime profondément. Monsieur, c'est Charles Berling. Madame, c'est Muriel Mayette. Muriel Mayette, on a aussi grandi ensemble avec François Morel. On était une classe formidable, puisqu'il y avait même Christine Scott-Thomas, il y avait des tas de gens dans notre classe. On a été une classe un peu magique quand on a fait nos études. Et Muriel, elle a été la première femme ensuite à diriger la Comédie Française, la première femme à diriger la Villa Médicis, et elle est aujourd'hui directrice du Théâtre National de Nice. Et on a décidé de se retrouver, Nice, Toulon, Marseille, autour d'un projet qui est Les Parents terribles de Cocteau, qui est, bien évidemment, on pourrait dire, si on était sartrien, que l'enfer, c'est les autres, mais qui est évidemment cette relation aux parents. Alors là, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que pour jouer le fils, eh ben, on a proposé au fils de Charles Berling, Émile, dont ça sera la première apparition au théâtre, de jouer. Alors, Cocteau, c'est à la fois léger, c'est à la fois drôle, c'est à la fois évidemment très poétique. Tout le monde imagine l'univers de Cocteau. Les Parents terribles, c'est son chef-d'œuvre. On sera heureux d'ouvrir la saison du Théâtre du Gymnase avec cette belle aventure du Sud entre Nice, Toulon et Marseille, avec des acteurs hors du commun, Charles Berling, Muriel Mayette, pour une grande aventure autour de cet auteur un peu oublié, mais ô combien nécessaire. Qu'aimez-vous dans votre spectacle ? Tout. La distribution, le fait d'être avec Charles, avec Maria de Medeiros, le sujet, il semble simple, mais qui nous parle. Voilà, ça parle de l'amour de la famille, de l'amour trop fort, trop présent, trop pesant, indispensable, etc. C'est drôle et c'est affreux en même temps. Depuis des années, j'ai une attirance un peu particulière
artistiquement s'entend, pour Philippe Card. Quand je suis arrivé à Marseille, il y avait une compagnie qui s'appelait Cartoon Sardine et puis qui s'est séparée. Et quand Philippe s'est retrouvé tout seul, j'ai eu envie de travailler avec lui. Et je lui ai dit, écoute, réfléchis, tu as un talent, c'est celui d'aborder les textes classiques de façon différente. Ça avait donné Le bourgeois gentilhomme. Après, je lui avais dit, tu sais Philippe, tu es un héros. Il faut que tu te vives comme un héros. Tu sors ton épée, tu vas tuer tout le monde. On allait être capitale européenne de la culture et ça a donné le CID. Dans cette histoire du héros, je lui dis après, écoute, tu sais, on a quand même un grand auteur à Marseille, c'est Edmond Rostand. Empare-toi d'Edmond Rostand. Et ici, sur le plateau des Bernardines, ça a donné ce très très beau seul en scène. Et donc, comme on ne change pas une équipe qui gagne, à la fin, je lui dis, tu sais, Philippe, toi et ta troupe, il y a un truc que je voudrais vraiment que vous le fassiez, c'est travailler sur les fables de La Fontaine. Ce bestiaire-là. Et donc, ils sont partis là-dessus. Et on va créer les fables de La Fontaine, une trentaine de fables, avec l'équipe de l'agence de voyage imaginaire, Philippe Card, Valérie Bournet et toute la troupe, au théâtre du Gymnase. J'ai vu des morceaux de répétition. Ils ont un univers, un humour, une folie, un sens du verbe qui est formidable pour ça. Je suis sûr que vous allez adorer ce spectacle. Il faut emmener vos enfants, vos petits-enfants découvrir d'abord l'univers de La Fontaine, mais ensuite comment il peut être théâtralisé. Les fables de La Fontaine, il y a différentes manières de le voir. Vous pouvez prendre un manuel scolaire et annoncer, je ne sais pas moi, le corbeau et le renard, Maître Corbeau sur un arbre perché, etc., etc. Vous pouvez avoir le génie de Fabrice Lucchini et faire vivre tout seul ces personnages. Mais vous pouvez en faire à chaque fois un épisode. Et ça, c'est le talent de Philippe Card, et c'est ce que vous verrez dans ce spectacle sur les fables de La Fontaine, qui sera au théâtre du Gymnase. J'adore les Suisses. Ils sont totalement créatifs. Et là, on a décidé de faire un festival avec eux, parce que ça fait longtemps qu'ils nous font rire. Ça avait commencé par un spectacle au Festival Off d'Avignon, qui s'appelait Phèdre, que j'ai eu absolument envie de faire venir. C'est un type seul en scène, il fait Phèdre tous les personnages en 1 heure. C'est formidable ce qu'il fait. Les gens dans la salle étaient debout et applaudissaient. Donc on s'est dit, on va faire Phèdre, on va proposer aux scolaires, aux grands, à tous ceux qui aiment ce texte, cette langue, etc., de venir découvrir ce Phèdre suisse. Et puis on s'est dit après, pourquoi on n'en fait pas un temps fort? Pas simplement laisser un petit Suisse sur scène, mais rêver un grand Suisse. Le genre de truc où vous en avez plein les mirettes. Par exemple, c'est quoi le boulevard suisse? Comment on fait rire avec du boulevard suisse? Alors, on a pensé à Marielle Pinsard. Marielle Pinsard, c'est la caricature du bobo suisse. C'est quelque chose de particulier, le bobo suisse. C'est un mélange de vaudeville, de tout ce que vous voulez. On va se fendre la gueule suissement avec elle. Et il faut absolument venir voir. On va faire les 3 spectacles en même temps. Et ça va être une grande partie de rigolard. Donc Phèdre. Premier épisode. Allons à l'essentiel. C'est que juste avant de partir en Épire, Thésée a confié son épouse à son fils Hippolyte. Marielle Pinsard, Tiffany Beauvais. Alors, c'est la soirée de gym à Borbigny. Pas à Bobigny, hein, c'est en Suisse, à Borbigny. Là aussi, un grand délire. Donc moi, je peux que vous encourager à venir voir ce temps fort suisse. On essaiera de vous la faire totale avec du fendant à l'entracte, peut-être du fromage à la sortie. Pas de distribution de francs suisses, malheureusement, à l'entracte, mais probablement du chocolat pour oublier les coronaminus et tous ceux qui nous ont agressés pendant longtemps pour retrouver le rire, le désir de vivre, l'envie de venir voir cette programmation théâtrale avec des grands acteurs, avec des grands classiques, avec des grands barjots.